Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Reconnexion, l'émission qui reconnecte les mondes de l'entrepreneuriat, de l'art et du sensible. Je m'appelle Dounia Zelou et j'accompagne des transformations humaines et organisationnelles conscientes qui contribuent à l'émergence d'un monde plus durable et heureux. L'intention du podcast Reconnexion est de permettre à la nouvelle génération d'entrepreneurs, de changemakers, d'artistes et de guérisseurs de trouver leur juste place grâce à l'ouverture de nouveaux flux entre les mondes de l'entrepreneuriat, de l'art et du sensible. Pour ce faire, j'ai l'honneur de recevoir tous les vendredis un invité extraordinaire pour un échange multidimensionnel sur la reconnexion à soi, aux autres et à la nature. Merci à vous de nous rejoindre et très belle écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Reconnexion. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Julien Perron pour parler de l'école de la vie. Pour vous raconter la petite histoire, en 2019, après 8 ans de carrière en banque, j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et à ce moment de ma vie, j'ai commencé à m'interroger sur des questions existentielles et, pour trouver ma juste place, à m'interroger sur ce qu'était le bonheur pour moi. Dans mes recherches, je suis tombée sur un documentaire « C'est quoi le bonheur pour vous ?» 7 milliards d'individus, 7 milliards de définitions. Ce documentaire a été réalisé par Julien Perron et 3 ans plus tard, j'ai la joie de l'avoir comme invité aujourd'hui. Julien a utilisé ses propres valeurs dans l'approche de l'être humain, la connaissance de soi, la curiosité et l'ouverture d'esprit depuis son enfance. Cet entrepreneur de 43 ans a nourri et modelé depuis son plus jeune âge ces qualités qui poussent à l'action dans le respect de l'autre et de l'environnement. Ces ressources, il commence à les rassembler depuis sa petite enfance dans sa famille, dans laquelle on pratique le sport, l'astrologie ou bien même le tarot. Il développe ses atouts dans les arts martiaux pendant plus de 14 ans avec le kung-fu, poussant très loin sa passion pour devenir champion de France en 1999. Puis dans les voyages que ses parents encouragent, dès l'âge de 12 ans, notamment lorsqu'il part aux États-Unis pendant 1 mois en immersion dans une famille au Wisconsin. Son argent de poche, il le met de côté pour partir régulièrement avec son sac à dos à la découverte d'autres pays et d'autres cultures. Ces explorations sur le monde environnant amènent d'autres explorations plus intérieures, nourries de beaucoup de lectures et de découvertes. Il investit à un autre aspect de l'humain au travers de la psychologie, du bien-être, du développement personnel et des médecines alternatives, puis de l'économie, de la politique et de la sociologie. Julien a créé l'agence Néo Bien-être et le réseau Néo Horizon Travel à l'âge de 23 ans, en 2003. En 2013, il a débuté les interviews C'est quoi le bonheur pour vous et lancé des séjours vélo, yoga et méditation. En 2015, il crée le Festival pour l'école de la vie et en 2017, le premier congrès Innovation en éducation. Julien, merci à toi d'être parmi nous aujourd'hui. Merci à toi, Dounia. Un parcours impressionnant, au travers duquel tu as exploré le monde. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu en es arrivé à créer le documentaire « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Oui, bien sûr. Déjà, je continue à explorer le monde. Ça fait partie vraiment de ma vie, hein. C'est vraiment ancré dans mes gènes et dans mes cellules. Je sens que, tu sais, j'ai besoin d'être dans ce que j'appelle le flow de la vie, en fait, d'être dans le mouvement. Je dis très souvent, le mouvement, c'est la vie et la vie, c'est le mouvement. Et je me sens tellement pleinement vivant quand je suis en déplacement, en voyage, en fait, mais pas forcément à l'autre bout du monde, hein. Parce que là, depuis 2 ans et demi, depuis quasiment 3 ans, depuis qu'on vit ces épisodes un peu curieux, je voyage beaucoup plus en France, évidemment, donc c'est beaucoup de randonnées, beaucoup de vélo, et je ressens tout le temps la même chose à chaque fois, en fait, cette merveilleuse connexion avec la nature, avec le vivant, qui fait tellement de bien. Et moi, j'invite à chaque fois tout le monde à vivre ce type d'expérience parce que je pense comme on est tous des êtres humains, a priori, on est censés tous ressentir les mêmes choses. Mais encore faut-il le vivre, le revivre, et donc ouais, traverser des expériences en fait pour vraiment comprendre et conscientiser. Mais c'est vraiment quelque chose qui est ancré dans ma vie. Donc l'exploration du monde, et puis on devrait vraiment l'encourager très tôt en fait dans notre système éducatif. Mais peut-être qu'on en reparlera. Alors en fait, ce qui m'a amené à réaliser le film C'est quoi le bonheur pour vous? C'est, j'allais dire des concours de circonstances, mais je suis pas sûr que ce soit le bon terme. Je crois que c'est plutôt de belles synchronicités qui jalonnent ma vie, en fait, quasiment depuis que je suis gamin, mais beaucoup plus, depuis que j'ai créé mon entreprise en 2003. Beaucoup plus parce que quand j'ai créé cette entreprise,
et de ce que je vis encore maintenant, c'est que je me suis senti aligné, en fait, vraiment avec qui je suis, avec mes valeurs profondes, avec mon être, en fait, tout entier, assez rapidement, au bout de 6 mois de création d'activité, alors que j'étais vraiment au tout début en train d'essayer de développer, en fait, un modèle économique, de faire que ça marche, et cetera. Je sentais déjà ça intérieurement, d'être parfaitement aligné avec qui je suis. Ça, c'est magique, en fait, de vivre ça, quoi. Et c'est aussi pour ça que je mets beaucoup d'énergie, dans l'éducation, parce que je suis convaincu qu'on peut amener justement les enfants, le plus tôt possible, à révéler vraiment qui ils sont réellement, quoi. Et donc, des concours de synchronicité parce que je décide à l'époque, donc ça devait être, sûrement en 2013, ouais, comme tu le disais, je décide de partir au Canada, d'y rester 1 mois pour créer des ponts entre, la partie Québec, donc cette partie francophone, du Canada et la France. Dans l'objectif, de ce que j'avais aperçu à l'époque, c'est que c'est encore un peu le cas maintenant, qu'ils ont quand même beaucoup d'avance sur nous, je trouve, dans le monde du bien-être, de la connaissance de soi et notamment aussi dans le monde de l'éducation. Je Mmh. voulais moi le vérifier par moi-même, donc rencontrer des gens, discuter avec eux autour de ça et en même temps créer des ponts pour qu'on puisse, avancer un peu main dans la main. Et donc je suis arrivé à Montréal et j'ai organisé une rencontre, qui fédère en fait des thérapeutes et des professionnels dans le monde du bien-être. Il y a une quarantaine de professionnels qui sont venus. On a passé un chouette moment. Ça faisait déjà, 4-5 ans que je faisais ça aussi en France, dans 17 villes. Et donc c'était une continuité logique. J'avais commencé aussi en Angleterre, en Belgique, donc c'était une continuité, ouais, qui était parfaitement logique d'essayer de faire quelque chose là-bas. Donc on passe un bon moment. Pendant cette rencontre, beaucoup de thérapeutes, en fait, me donnent des contacts de gens qui seraient intéressants que je rencontre. Et donc, après cette rencontre, me voilà parti, pendant 1 mois avec mon sac à dos à me balader, dans cette région du Québec. Et à un moment donné, c'était au mois de décembre, il faisait -40°. Grosse tempête de neige qui est un peu, classique à cette époque. Mais pour autant, on pouvait pas sortir de la maison. Je dormais chez quelqu'un. Moi, j'aime bien dormir chez les gens quand je me déplace et donc là, on pouvait pas sortir. Donc du coup, on a papoté toute la journée. On a refait le monde, comme on dit et à un moment donné, on a parlé du bonheur et je ne sais pas pourquoi. Donc ça, c'est aussi une deuxième constante de ma vie. Je suis mon intuition depuis que je suis gamin. Et donc je ne sais pas pourquoi, donc du coup, j'ai suivi cette intuition et j'ai proposé à cette jeune fille, avant qu'elle me parle du bonheur, de lui dire: «Est-ce que ça te va, en fait? Est-ce que ça te dérange si je te filme quand tu me parles du bonheur avec mon téléphone portable?» Elle m'a dit: «Non, non, vas-y si tu veux, pas de souci». Donc du coup, je l'ai filmée, elle m'a donné, on va dire, sa définition du bonheur et puis voilà, on a passé une bonne soirée et le soir, avant de me coucher, je regarde mes emails et puis je regarde cette vidéo et là, je suis parcouru de frissons Mmh. qui fait partie justement de mon, canal intuitif, j'ai envie de dire. En tout cas, c'est quelque chose que j'écoute. Quand j'ai des frissons, c'est plutôt bon signe et je me dis: «Waouh, mais c'est magique en fait, ce que je viens de voir». Je crois que j'avais pas vraiment conscientisé sur le moment, mais beaucoup plus en regardant la vidéo et puis de là, je me suis dit que j'allais continuer à poser cette question aux Canadiens, aux Québécois que j'allais rencontrer sur mon parcours, ceux qui voudraient bien répondre et être d'accord aussi avec le fait que je les filme avec mon téléphone. Et puis j'envoyais progressivement ces vidéos au bureau à Paris et tout le monde trouvait ça génial et donc pour raccourcir, je me suis, laissé embarquer en fait dans cette belle vague du bonheur parce que du coup, à la suite de ça, pendant 4 ans, j'ai interviewé 1 500 personnes dans 25 pays en leur posant à chaque fois cette question: «C'est quoi le bonheur pour vous?» Mais pour autant, j'avais pas encore réellement, cet objectif de réaliser un film parce que, moi, c'est pas mon métier, déjà, il faut rappeler que j'ai 0 diplôme, je suis dyslexique et dysorthographique, et donc moi, j'ai pas fait d'études dans le monde du cinéma, donc il y a pas vraiment un moment où je me suis dit avec beaucoup de sérieux: «Tiens, je vais faire un film». Parce que dans ma tête, pour moi, les films, c'est des millions et des millions d'euros de manière pragmatique et puis il faut avoir des compétences techniques, quoi. Et donc c'est vraiment au bout de 4 ans, à force de rencontrer toutes ces personnes, de poser ces questions, d'avoir des échanges qui sont super intéressants, de passer les 2 dernières années, à aller à la rencontre, en fait, de gens qui, pour moi, sont des experts, en fait, dans leur domaine, pas Mmh. forcément dans le monde du bonheur, mais des experts dans leur activité, peu importe ce que c'est. Ils ont passé 20, 30 ans, 40 ans, 50 ans à exercer cette activité, donc du coup, pour moi, ça en fait des experts et Mmh. c'était hyper intéressant d'échanger avec eux autour de cette notion du bonheur. C'est des interviews d'ailleurs qu'on retrouve sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Néo Bien-être. Non, qui s'appelle Julien Perron maintenant. OK. Chaîne YouTube qui s'appelle Julien Perron dans lequel en fait j'ai publié toutes ces interviews
parce que les formats durent entre 1 heure et 1 h 30 et ce qui était magique, c'est qu'au fur et à mesure que je publiais ces interviews sur, la chaîne YouTube, j'avais de plus en plus de commentaires, je recevais des emails, en fait, de gens qui me disaient, mais très clairement, que ça avait changé leur vie. En fait, Mmh. juste d'écouter une interview et parfois d'écouter une interview d'un citoyen que j'avais croisé dans la rue qui durait 2 3 minutes, quoi. Donc j'avais pas du tout conscientisé ça en amont, avant de me lancer là-dedans et donc c'est vraiment au fur et à mesure que je me suis rendu compte de l'impact que pouvait avoir une vidéo qui dure 1 minute, 1 h 30, 5 minutes, un mot, une phrase, quelque chose en fait qui d'un coup va complètement, comme générer un déclic en réalité et mais changer profondément la vie d'une personne, quoi. Et comme c'est ce qui m'anime depuis que j'ai créé mon activité, moi je me considère comme un jardinier, de Mmh. manière métaphorique, hein, donc je sème des graines autour de moi. Pour amener les gens à avoir un regard un peu différent sur la vie, sur beaucoup de choses et donc ouais, de voir en fait cet impact que j'avais pas imaginé, je me suis dit: «C'est ce qui m'a vraiment motivé dans un premier temps à continuer et dans un deuxième temps de voir en fait qu'il y avait quand même une personne sur 4 qui me regardait dans les yeux et qui me disait: «Je suis désolé, je sais pas ce que c'est le bonheur pour moi». Ça, pour moi, ça a été très perturbant. Enfin Mmh. perturbant, pas au sens vraiment très négatif du terme, mais je me suis vraiment questionné, en fait. Je me suis dit: «Mais c'est dingue quand même». Alors, il y a un côté positif, hein, on peut se dire: «Bon, bah, il y a 3 personnes sur 4 quand même qui spontanément donnent une définition du bonheur», donc ce qui est chouette. Mais une personne sur 4, pour moi, c'était trop, en fait, de personnes qui sont incapables et parfois, vraiment des personnes qui, sur le moment, se sont mis à pleurer parce qu'en fait, ça venait pas, en fait, parce que ça les a complètement déboussolés, en fait, comme question. Et donc c'était assez, ouais, c'était quelque part, c'était beau aussi de voir ça et donc très interloquant, ça je me disais: «Mais c'est dingue». Alors j'ai commencé à réfléchir, à me dire: «Mais pourquoi?» J'avais déjà ma petite idée quand même, je me suis rendu compte avant de me lancer dans le film et de ce que j'ai conscientisé de l'époque, je pense que c'est exactement la même chose aujourd'hui. On À mon sens, on est dans une société où tout va tellement vite et de plus en plus vite. Tout est suffisamment bien orchestré, que ce soit au niveau, du mainstream, au niveau des médias, au niveau de notre système éducatif, la politique, l'agroalimentaire, la pharmacopée, enfin tout est hyper bien cadré, qui fait qu'en gros, on nous met, pour schématiser, hein, on nous met sur des rails très tôt et on nous dit: «La vie, c'est tout droit. Surtout ne sors pas des sentiers battus, quoi, parce qu'il faut aller tout droit». Après on te dit: «Bah, le bonheur, c'est quoi en fait? C'est d'être dans la possession, dans le possession matérielle, hein, j'entends par là». Donc pour schématiser, c'est, marie-toi, fais des enfants, achète une grosse maison, un gros Mmh. 4x4, tu prends un chat, un chien, tu as un beau jardin et tu seras heureux. Et tout le reste, en fait, ben, on nous dit pas qu'au final, si on est 8 milliards d'individus, on a peut-être 8 milliards de chemins différents pour atteindre, je sais pas, le bonheur, j'allais dire, ou le bien-être. En tout cas, moi, je pense qui on est réellement, quoi. Cette destination, ce chemin, en fait, qui nous amène à savoir qui on est réellement, quoi. Et donc ouais, quand j'ai vu cet impact, au bout de 4 ans, j'avais, 300 heures de rush. On avait, publié, bah, quasiment, je crois, 600 vidéos sur la chaîne YouTube et donc je me suis dit là encore de manière, totalement, ouais, intuitive: «Bon, bah, je vais réaliser un film» et je me suis mis à comme on bidouillait un petit peu sur YouTube à force de mettre des vidéos, je me suis dit: «Bon, bah, je peux peut-être au moins faire les 3 premières minutes de lancement du film». Et puis au final, je me suis rendu compte, bah, effectivement, que c'était un métier que j'y arriverais pas, en fait. J'avais pas les compétences techniques ou qu'il me faudrait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et voilà, donc je parlais de synchronicité tout à l'heure, une autre synchronicité qui arrive comme ça dans ma vie où, je suis, assis sur mon bureau, je suis en train de réfléchir profondément à me dire: «Mais il faut vraiment que je trouve quelqu'un, en fait, qui me file un coup de main, qui soit passionné de cinéma, pour qui le sujet, le fasse vibrer». Et j'ai mon Mmh. téléphone qui sonne au bureau et j'ai un jeune homme, qui m'appelle et qui me dit: «Bonjour, je m'appelle Laurent Queyrat, je suis en train de reprendre des études, dans le monde du cinéma. J'ai déjà 15 ans d'expérience, mais je suis en train de me former en 3D et je suis tombé sur votre entreprise. Moi, je dois faire un stage de 3 mois et j'aime beaucoup, en fait, vos valeurs, ce que vous véhiculez, est-ce que vous cherchez? Est-ce que vous avez besoin de compétences, dans le monde de l'audiovisuel?» Et je lui dis: «Bah, écoutez, je sais pas si vous arrivez au bon moment, moi j'ai envie de réaliser un film, je pense que je vais l'appeler "C'est quoi le bonheur pour vous?" parce que j'ai interviewé 1 500 personnes et je leur ai posé cette question. Mais j'ai pas les compétences techniques. Est-ce que vous pensez que sur un stage comme ça de 3 mois, vous pouvez, réaliser un film? Et en fait, il rigole au téléphone et je me dis: «Non, il est en train de se fiche de moi». Et il me dit: «Bah, non, en fait, je rigole parce qu'il y a quelques mois en arrière, j'ai réalisé un court métrage que j'ai appelé "C'est quoi le bonheur pour vous?"» Oh! Et je lui dis: «Mais c'est extraordinaire ça Laurent, il faut qu'on se rencontre». Et donc il est venu au bureau, j'ai beaucoup apprécié l'homme
Et puis du coup, il a fait son stage de 3 mois dans l'entreprise. Et on s'est aperçu effectivement que ce ne serait pas suffisant. Donc du coup, je l'ai embauché, il est devenu salarié. Et puis en 9 mois, on a réalisé le film ensemble. Ça a été une merveilleuse aventure. Moi, j'ai découvert en fait ce que c'était de réaliser des films. Enfin, franchement, c'était chouette, très fatigant parce qu'on travaillait beaucoup de nuit. Et puis, au bout de 9 mois, on s'est dit, tout bêtement, en fait, ça y est, nous, on était hyper contents d'avoir monté ce film et le réalisé. On s'est dit, bon, voilà, on va faire une affiche. J'ai demandé à un maquettiste de faire une affiche et puis, on va en parler, quoi. Et en fait, là, encore une belle intuition. On en parle et puis en l'espace de même pas 2 mois, on commence à recevoir plus de 60 demandes par jour de personnes qui voulaient organiser les projections du film. Et donc du coup, on s'est transformé en société j'allais dire, de production de films et de distributeur de films. Donc j'ai dû embaucher des gens tellement on avait de demandes en fait de personnes qui voulaient organiser les projections. Et on s'est laissé embarquer comme ça, pendant 1 an. Ce qui m'a amené à aller dans plus de 300 salles, de cinéma, à faire des tournées en Belgique, en Suisse, au Canada, au Maroc, à l'île Maurice, à l'île de la Réunion. Enfin, ça a été une aventure, mais extraordinaire. Toutes les salles à chaque fois étaient remplies. Et moi, j'étais sur mon petit nuage, quoi. J'invite nos auditeurs à se mettre à ma place parce que moi, je me considère comme quelqu'un de lambda, en fait. Imaginez, comme moi, du jour au lendemain, vous réalisez un film. Déjà, c'est énorme en soi, donc vous êtes très content du résultat. Et en plus, vous allez dans les salles de cinéma, les salles sont blindées, les gens adorent le film, et en plus, vous avez cette chance après de pouvoir débattre et d'échanger après avec le public. Et donc ouais, ça a été extraordinaire. Encore maintenant, le film tourne encore des salles de cinéma et on m'invite encore pour aller débattre après et ça me fait tout le temps les mêmes frissons, en fait. Quand je rentre dans la salle de ciné et qu'ils lancent le film, je me dis encore maintenant: «Putain, c'est dingue quand même de voir mon film au cinéma». Et donc voilà, maintenant c'est plus de 2 millions de personnes qui ont vu le film. J'ai mis le film en accès gratuit c'était en mars 2020, Ouais. pendant le tout premier confinement qu'on a vécu, Mmh. parce que j'ai senti que ça pouvait apporter du bien, en fait, aux gens. Et là encore, une bonne intuition parce qu'en 48 heures, il y avait 250 000 personnes qui avaient vu le film, sur YouTube. Et donc du coup, depuis mars 2020, j'ai laissé, gratuitement, en accès gratuit. Donc pour ceux qui veulent le voir, vous tapez «C'est quoi le bonheur pour vous?» sur YouTube, le film, et vous tomberez dessus et on est bientôt à 1 million de vues, je crois. On est à 980 000 de mémoire. Donc ouais, super, super aventure, et j'ai découvert du coup un nouveau format parce que moi je me considère un peu comme un homme de communication. Mmh. Tant dans le côté social, parce que j'aime vraiment rencontrer les gens et surtout approfondir, en fait. J'aime vraiment, comprendre qui ils sont, et puis d'un autre côté, communication, on va dire, de manière beaucoup plus globale, quoi, que ce soit sur le web ou autre, je pense avoir ce talent-là, et donc du coup, comme j'ai vu l'impact que pouvait avoir un film, je me suis dit que il fallait que je réalise un deuxième film, et cette fois-ci autour de l'éducation parce que, comme je le disais un petit peu en amont, je trouve que c'est vraiment le maillon le plus important de notre système planétaire, en fait. Si on s'accorde à faire en sorte d'accélérer les prises de changement dans notre système éducatif, parce qu'on est resté sur des systèmes un peu partout dans le monde qui datent d'un siècle, ça évolue, mais ça évolue trop lentement, en fait, par rapport à tout ce Mmh. qui va très vite autour de nous. Bah, là, fondamentalement, on change notre planète, en fait. On change les individus, on change notre mindset, notre façon de percevoir la vie, notre façon de percevoir les autres, la perception qu'on a de nous-mêmes et la connaissance qu'on a de nous-mêmes. Et là, enfin, pour moi, on change vraiment la face de l'humanité et la face de la planète, quoi. Et donc, du coup, je réalise ce deuxième film qui s'appelle L'école de la vie, une génération Ouais. pour tout changer, qui devait en fait se lancer au mois de mars 2020, et non, au mois de janvier 2020, et qui a été arrêté justement par rapport à tout ce qu'on a vécu. Et il y avait 5 tournées qui étaient programmées, pareil aussi au Canada, en Suisse, en Belgique, et cetera. Et donc du coup, j'ai fait je crois deux projections, gratuites, via internet pendant cette période-là pour que les gens puissent le voir et l'apprécier. Je crois qu'il y avait à chaque fois 3 ou 4 000 personnes, qui étaient connectées. Mmh. Et donc voilà, là, c'est en train de reprendre tout doucement. On a commencé à recommuniquer autour du film L'école de la vie, en invitant les gens, en fait, à organiser les projections. Parce que la réussite de ces 2 films s'explique aussi sur le fait que j'ai pas voulu et je ne veux pas, enfin, forcément en faire une réussite financière, c'est pas mon objectif. Comme, les professionnels qui sont dans le monde du cinéma, pour eux, il y a un vrai objectif de rentabilité derrière. Moi, Ouais. l'objectif, c'est que les films, ils tournent et que les gens puissent avoir accès à ce type d'informations, qu'elles puissent générer des débats, des réflexions, et qu'ils puissent rechercher par eux-mêmes.
et donc j'ai enlevé les droits en fait des films, c'est-à-dire qu'il y a pas de droit d'auteur, il y a pas de droit de SACEM, ce qu'on appelle les droits de musique. Oui. Donc les gens en fait peuvent organiser des projections partout où ils le souhaitent, dans n'importe quel lieu, sans payer de droits SACEM ni de droits d'auteur. Donc, ce qui facilite les choses en termes d'organisation de projection, quoi. Et donc là, voilà, on a relancé ce système-là et voilà, c'est reparti. Là, en l'espace de quelques mois, on n'est pas très loin de 2000 personnes là qui sont déjà en train d'organiser des projections un peu partout en France. Et donc, on va mettre encore beaucoup d'énergie, je pense, au moins toute l'année 2022 pour que le film puisse suivre au moins la même voie qu'on a fait avec C'est quoi le bonheur pour vous et qui est vraiment qu'on puisse avoir au moins 1 million de personnes facilement en France qui ont vu le film. Donc voilà, c'est vrai que l'impact en termes de communication et de transmission d'informations, de valeurs est tellement importante avec un film que ouais, c'était important. Donc voilà, ce deuxième film est sorti. Et puis Oui. bah, maintenant, je m'attelle à écrire 2 livres parce que bah, ça fait partie des canaux aussi qui sont importants, je trouve, en termes de Mhm. transmission de savoir, de valeurs. Donc voilà ce qui m'a amené. C'est un peu long par rapport à C'est quoi le bonheur pour vous, mais voilà en fait ce qui m'a amené à faire le film. C'est lié puisque voilà, tu t'es lancé, tu l'expliques bien sur le premier film, le deuxième film en a découlé. Ce qui est intéressant, c'est que tu parles à plusieurs moments d'intuition, de tes réalisations faites sur la base d'intuition qui t'ont mené à réaliser ces films et tout le succès et l'impact que ça a eu avec les synchronicités qui se sont mises sur ton chemin. Ouais, l'intuition, c'est un vrai sujet, hein. On peut peut-être faire une parenthèse parce que moi, je trouve qu'une grande majorité de la population n'écoute pas, en fait, cette partie intuitive Mhm. et je pense qu'on l'a tous vécu au moins une fois dans notre vie en nous disant: «Ah, je le savais. Ah, je l'ai senti. Ah, j'aurais dû m'écouter». Ça, je pense que quasiment tout le monde se l'est dit au moins une fois dans sa vie et ces phrases-là qu'on peut se dire, en fait, c'est lié à justement notre intuition. Parce que l'intuition, si on devait la définir, ce qui est pas évident à mon sens, c'est quelque chose qui est tellement furtif, ça dure quelques millièmes de seconde, Mm. qui est de l'ordre un peu de l'irrationnel, parce que c'est quelque chose qui est pas palpable, c'est une pensée, ça va être, je sais pas, quelque chose, quoi, que du coup, ben, on prend pas le temps de l'écouter parce que c'est trop rapide et c'est souvent la réflexion qui prend le dessus. Mm. Et force est de constater, parce que moi je le vis, on est quand même des millions de personnes aussi à le vivre, hein, à être très connectés à notre partie intuitive et à la développer, parce que pour moi c'est un peu comme un muscle, hein, comme si on Ouais. allait dans une salle de musculation. L'écouter, c'est pas évident. J'allais dire, je me fais encore avoir. C'est-à-dire qu'il y a des moments où j'écoute pas forcément cette intuition et j'en reviens tout le temps à un moment donné à la même conclusion en me disant, voilà, en fait, tu l'avais senti, Julien, tu aurais dû une fois de plus t'écouter. Donc moi je la cultive, je l'enrichis et c'est vrai que bah, ça m'a jamais trompé. Vraiment, je crois que c'est le meilleur guide, en fait, qu'on peut avoir dans notre vie chacun respectivement, c'est de s'écouter, en fait. C'est écouter cette petite voix et comme ça arrive de manière très différente d'un individu à un autre, moi je disais que c'était, les frissons par exemple, mais parfois Mm. ça va être, j'allais dire comme un message quoi. Il y a quelque chose en fait qui qui arrive, une information qui arrive et cette information, c'est celle qui est juste et C'est c'est ça. celle-là en fait qu'on n'écoute pas quoi. Et tout ce que j'ai fait jusqu'à présent dans ma vie personnelle et professionnelle, donc que ce soit les 2 films, le festival pour l'école de la vie, le congrès innovation en éducation, le magazine papier innovation en éducation, le podcast aussi qu'on a créé qui s'appelle aussi Innovation en éducation, le jeu de cartes C'est quoi le bonheur pour vous? Puis je vais en passer parce qu'on fait quand même beaucoup de choses. Tout Oui. ça, je l'ai fait de manière purement intuitive. Alors, oui, en fait, je suis quelqu'un qui est très rationnel aussi, donc je suis très ancré. Je suis ancré dans le sol, mais en même temps, j'ai la tête dans les étoiles. Et donc, je pense que allier les 2, en réalité, ça me semble vraiment être très bien, quoi, parce que ça permet d'avoir un côté très pragmatique et très analytique, et en même temps d'avoir conscience que, je sais pas si on peut parler de ça, mais qu'on n'est pas juste un corps, en fait, qu'on est une âme. En tout cas, moi, c'est ce que je pense, qu'on est une âme qui vient vivre une expérience terrestre et qu'on est dans un flux d'énergie et qu'on est tous connectés les uns avec les autres, qu'on le veuille ou non. On est tous connectés les uns avec les autres parce qu'on est tous parcourus en fait par cette énergie. Cette énergie, elle est très pragmatique, hein. C'est le magnétisme terrestre, c'est le magnétisme du système solaire en fait qui nous entoure, de la Lune évidemment, de toutes les planètes, etc. Donc moi, je suis profondément convaincu de tout ça, donc ce qui fait que tous les projets que je vais mener ou que je mène encore maintenant, parce qu'il y a des nouveaux projets qui vont sortir là en 2022, c'est venu en fait j'allais dire, de cette conscience collective. Parce que si tu regardes bien et si tu t'y intéresses bien, Albert Einstein, Léonard de Vinci, tous ces grands penseurs, en fait toutes ces personnes, que ce soit d'un point de vue artistique
de manière un peu plus pragmatique, qui ont changé notre vie à travers des réalisations matérielles, je sais pas, la voiture et tout, etc. Si tu prends le temps en fait de te renseigner et d'analyser un peu le parcours de ces différents personnages, tu vas vite découvrir en fait qu'ils étaient tous connectés à leur partie intuitive Mmh. et qui développaient leur partie intuitive justement. Et pour ce faire, ils avaient tous mis en place des outils, on peut appeler ça des outils, ou appelons ça des outils, où ils se faisaient passer eux en priorité en termes de bien-être avant tout le reste. C'est-à-dire que tous les jours, quand ils commençaient leur journée, ils consacraient du temps uniquement pour eux, avant leurs femmes, avant leurs enfants, avant leur entreprise. Et donc, ils avaient mis en place des routines, des rituels. Ça peut Mmh. être à travers le sport, une alimentation saine, de la méditation, peu importe ce que c'est, parce qu'on est tous différents. Mais ils avaient mis en place cette routine, donc de cultiver en fait leur bien-être. Et donc, ils avaient remarqué que plus ils prenaient soin d'eux, c'est-à-dire de leur machine biologique, de leur état d'esprit, plus ils étaient connectés justement à cette conscience, ce que j'appelle moi conscience collective. Autrement dit, chacun disait avec des mots différents que ce qu'ils avaient créé, c'était pas leur idée en fait. C'était une information en fait qui était venue à eux. Mmh. Et pour justement être, et moi c'est ce que je vis aussi, pour être connecté à ce flux d'informations, j'ai envie de dire, et ben la résultante, c'est vraiment de s'occuper de soi. C'est-à-dire que si chacun on faisait ça, chaque citoyen en fait avait conscientisé ça et prenait soin de lui tous les jours, du mieux qu'il peut, mais une fois de plus, on serait dans une société complètement différente. Parce qu'on serait davantage mieux dans notre corps, mieux dans notre tête. Probablement, en fait, qu'il y aurait beaucoup moins de maladies aussi. Parce qu'on aurait tous conscientisé l'impact que ça a, en fait, de s'occuper de soi, en priorité tous les jours, avant les autres. Sauf qu'on est dans une société, peu importe là où on est dans le monde, où on nous fait croire que c'est égoïste, en fait, de s'occuper de soi avant de s'occuper des autres. C'est Et c'est ça. ça, hein, et c'est ça en fait qui, pour moi, où l'éducation a son rôle qui est important, que ce soit sous les bancs de l'école, mais aussi à travers nos parents, puis de manière plus large, de manière sociétale, d'amener en fait le plus tôt possible les individus à se connaître. Là, on est Mmh. face à une population mondiale, pour vous dire, allez, peut-être 80 des gens, ils se connaissent pas. Mmh. Donc ouais, très, très important cette partie intuitive vraiment, c'est, ouais, pour certains, ça va être un peu, ça peut paraître peut-être ésotérique, pour d'autres, ça leur parle beaucoup, mais on est tous câblés en fait avec, de la même façon et on a tous à un moment donné, une fois de plus, on s'est posé ces questions que je disais tout à l'heure, quoi. «Ah mais je le Exactement. savais» ou, «Je l'ai Oui, senti» ou, on l'a tous vécu, quoi. c'est ça, Donc la ouais, petite voix. exactement. Et pour faire le parallèle, alors, c'est bien entendu, ces sujets-là sont complètement ouverts dans ce podcast, dont la mission est d'ouvrir de nouveaux flux aussi entre l'entrepreneuriat, le monde de l'entreprise, l'art et le sensible. Et pour rebondir sur ce que tu as dit et pour les auditeurs que ça intéresserait, on a réalisé également un podcast avec Delphine Duployer, qui est chamane, où on parle justement aussi du chamanisme en entreprise, ces états modifiés de conscience, heu, donc qu'on traverse tous quelque part aussi dans notre quotidien. Tu parlais tout à l'heure le fait d'être ancré sur terre et d'avoir la tête dans les étoiles, c'est quelque part des mouvements que l'on fait tous. On en parle plus dans cet épisode. Et sur le côté captation, où tu parles en effet de ta création et ce que tu as pris comme conscience, comme part de la conscience collective, on en parle aussi avec Solène, fondatrice d'Éclore, dans l'épisode Suivre la voie du cœur, où elle le dit, je trouve très joliment, où elle dit, j'ai rêvé, elle a fait un rêve, elle dit, j'ai capté en fait un rêve de la conscience collective pour ensuite l'incarner et le réaliser. Donc, Mmh. ce que tu dis rejoint exactement ces épisodes et ce côté, cette importance aussi de nourrir cet aspect intuitif, cet aspect sensible, créatif que nous avons tous, mais voilà, qui est plus ou moins développé et qui nécessite, comme tu le disais tout à l'heure, d'être musclé, parce que c'est comme un muscle, et plus on le développe, plus on développe ses capacités, on s'y connecte, plus on peut les utiliser dans son quotidien. Et moi aussi, je me fais encore avoir par mon intuition. Oui, parce que franchement, moi, je trouve qu'on est des super-héros. Les gens ne se rendent pas compte des compétences qu'on ne développe pas. Tu sais, il y a une coutume de dire qu'on utilise, je crois, à peine 10 de notre cerveau. Bon, je suis pas sûr que tout soit connecté au cerveau. Par contre, ce qui est sûr, ce qui me vient à l'esprit, c'est une recommandation hyper intéressante, un film pour ceux qui sont, cinéphiles, qui s'appelle Superhuman. Comme ça se prononce, en fait, super et human, Human. C'est un Mmh. film qui a été réalisé par Caroline Cory. Et pourquoi je te parle de ça? Parce que justement, dans son film, et je trouve qu'elle a enfin déjà son film est vraiment top, c'est un film documentaire. Elle a eu la pertinence de s'entourer de scientifiques et des scientifiques de renom
Donc, autrement dit, on ne peut pas remettre en question ces personnes-là. Et dans son film, elle démontre que la télépathie, ça marche, que la télékinésie, ça fonctionne, que les psychics, donc ces personnes qui sont capables de voir à distance, bah aussi ça fonctionne, et cetera. Et à chaque fois, c'est réalisé auprès de scientifiques. Donc dans le film, évidemment, on voit pas tout, mais elle explique que pour que ça soit validé par des scientifiques, il faut répéter au moins une dizaine de fois pour que ça soit en fait vraiment validé, quoi. Donc Mmh. évidemment, on voit pas les 10 essais à chaque fois pour chaque méthodologie, mais en tout cas, c'est ce qu'elle montre. Et il y a une scène qui va être parlante, je pense, pour beaucoup de personnes, mais du coup peut-être étonnante pour certains. Caroline, donc elle développe ses capacités depuis qu'elle est toute petite. Donc, pour le coup, c'est elle, on va dire, le cobaye. Et elle est donc en Californie, je crois qu'elle est à Los Angeles, et le scientifique, lui, il est à 3000 kilomètres. Il est dans son labo et il est en présence d'une machine qui est réputée pour être la machine la plus hermétique au monde. Donc, il n'y a pas vraiment aucun air en fait qui passe, quoi. Et dans cette machine, il met un bout de papier. Et il demande à Caroline, qui est à 3000 kilomètres, de faire voler le bout de papier qui est dans la machine. Et donc on voit, à travers le film, qu'effectivement, à 3000 kilomètres, elle arrive à faire voler le bout de papier dans la machine. Et donc tu vois le scientifique qui est en train de mener son étude et qui est en train de valider les process, quoi. Et donc on le fait avec elle le fait comme ça avec plein de choses qui, pour beaucoup de personnes, semblent complètement de l'ordre d'irréel ou, comme je disais tout à l'heure, voire ésotérique, Mmh. mais pour autant qui sont des capacités qui sont complètement intégrées en fait dans chaque être humain. En fait, c'est comme si c'était un kit, hein, on a un kit quand on arrive. Et Ouais. en fait, on a toutes ces capacités, sauf que évidemment notre société, on nous fait pas développer en fait tout ça, quoi. Alors pour certains, bah, ça va être beaucoup plus inné en fait, ça va être beaucoup plus développé comme tu le disais. Donc du coup, ça va devenir des énergéticiens ou des magnétiseurs ou toutes ces personnes qui utilisent un peu les énergies parce qu'ils se sont rendus compte assez vite justement qu'ils arrivaient en fait, qu'il y avait quelque chose quoi, qui pouvait soigner des gens ou autre, quoi. Mais pour autant, on est vraiment tous équipés de la même manière. Et donc Caroline a développé on va dire une formation en ligne justement pour apprendre aux gens à développer toutes ces capacités, quoi. Donc voilà, petite parenthèse par rapport à ça, c'est juste pour montrer, et je vous répète, moi je suis quelqu'un de cartésien, hein, je suis pas quelqu'un qui est lunaire, quoi. Et donc moi-même, j'ai envie de vérifier en fait, hein, tous ces protocoles. Donc je sais qu'à un moment donné dans mon parcours de vie, j'irai moi-même les vérifier parce que je trouve qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même pour, c'est bien en fait d'accorder du crédit et d'écouter les gens et de dire: «Oui, possiblement ça a l'air d'être vraiment, bah, possible». Mais Ouais. j'aime bien moi les valider par moi-même quand même pour vraiment, avoir ma propre opinion sur le sujet. Donc voilà, rappeler aux gens qu'on exploite vraiment une toute petite partie de notre potentiel, et cette partie intuitive, bah, c'est une partie justement, et qui nous aide vraiment dans notre vie de tous les jours, qu'elle soit professionnelle ou personnelle. Personnelle, je donne un exemple, comme je voyage beaucoup, et j'aime bien voyager avec mon sac à dos, seul. Bah, ça m'arrive plein de fois forcément d'avoir des choix à faire, notamment en termes de destination, de train à prendre, de chemin, parce que je fais beaucoup de randonnées aussi où je vais m'isoler en pleine nature avec ma tante, de chemin à prendre à droite, à gauche, et cetera. Et donc à chaque fois, en fait, j'écoute justement cette partie Mmh. intuitive. Et quand je ne l'écoute pas, bah, généralement, bah, il se passe un truc, quoi. Donc ça te ramène à chaque fois en disant: «Bon, bah, voilà, fallait t'écouter, quoi». Ouais, ouais, et ces moments seuls, surtout ces voyages seuls, en effet, sont de bons moments pour se retrouver avec soi-même et apprendre à ouais, à s'écouter, à écouter cette partie intuitive. C'est ça, parce que c'est sûr, il faut être réaliste. La vie, comme je disais tout à l'heure, telle qu'on nous l'a conçue, en fait, le modèle et la boîte dans laquelle on veut nous faire entrer tous, fait que tout va très, très vite. Pour ceux qui habitent dans des grandes villes, c'est vraiment le cliché métro boulot dodo, quoi. Le matin, il faut déposer ses enfants en courant, après on va travailler, on fait un travail qu'on n'aime pas forcément en plus. Enfin, tout va très, très vite, quoi. Donc en fait, on peut avoir facilement l'impression de se dire: «Mais quand est-ce que je prends du temps pour moi?» Dans toute cette effervescence, et en fait, c'est un leurre. Le leurre, en fait, c'est de s'apercevoir qu'en sur une journée de 24 heures, on peut prendre au moins, je sais pas, allez, même ne serait-ce que 10 minutes par jour, ça pourrait changer déjà la vie de quelqu'un. Mmh. De prendre 10 minutes par jour pour s'occuper de soi à travers ce qu'on veut, une lecture, une sieste, une méditation, ce que vous voulez. Mais ça peut être le premier pas qui nous amène après à faire d'autres choses, justement pour prendre soin de ça, quoi. Et la réalité, c'est qu'on a le temps. C'est qu'on a le temps, qu'on ait des enfants ou pas, qu'on soit célibataire ou pas, enfin, on a vraiment le temps. C'est à chacun, en fait, chaque individu de trouver dans son rythme de vie comment intégrer ce process. C'est-à-dire que, pour donner un exemple, on mange, on se brosse les dents, on prend une douche,
sans réfléchir. C'est devenu un mécanisme, qui est Mmh. complètement intégré, en fait, dans notre vie, quoi. Mais par contre, prendre soin de nous, je sais pas, aller faire du sport régulièrement, manger sainement, avoir une alimentation qui est saine, c'est-à-dire conscientiser de ce qu'on mange, vraiment, qui va être bon pour notre santé, être attentif à notre sommeil, aller souvent en pleine nature, se couper des informations négatives, plein de petites choses comme ça, en fait. Si on les intégrait dans notre vie comme une routine de vie, comme les autres exemples que je viens de donner, donc manger, se laver les dents et cetera, bah, une fois de plus, comme je disais il y a 10 minutes en arrière, on serait face à des individus, mais qui seraient complètement différents parce qu'on serait déjà bien, en fait. On serait juste bien dans notre corps et bien dans notre tête. Donc tous les événements extérieurs, on les accueillerait de manière complètement différente. Et moi, je suis le premier à le vivre, donc je peux le dire, hein, évidemment, les vies de chacun et moi le premier, je suis passé par des événements qu'on peut considérer comme traumatiques, des événements qui ont été très durs. Mais pour autant, j'étais déjà moi dans cette dynamique en fait de m'occuper de moi et donc je voyais bien que le regard que je posais sur ces situations, heu, les décisions, les choix que je pouvais faire pour affronter cette situation et pour essayer de la dépasser, et bah, était complètement différente d'une autre personne qui vivait exactement la même chose. Donc il y avait un côté où moi, comme je m'occupais de moi, j'avais un regard plutôt optimiste et positif sur cette situation donnée. Je vais donner un exemple pour que ce soit clair pour les auditeurs. Mmh. À un moment donné, mon parcours de vie, j'étais SDF et donc dans cette période-là, bah, on peut considérer parce que c'est une situation, qui est très anxiogène et stressante pour quasiment 90 de la population. Les gens ont peur de se retrouver dans cette situation, de plus avoir Mmh. d'argent, d'être à la rue. Et donc, ce que j'ai observé, parce que du coup, je discutais aussi avec des gens qui vivaient la même situation, c'est que moi, de mon angle optimiste et positif, que je cultivais et que je continue Mmh. à cultiver, je sentais intérieurement, en fait, que j'allais trouver une solution. Impossible de dire quand, impossible de dire comment, mais je savais qu'à un moment donné, j'allais sortir de ce truc-là, en fait. Et les autres personnes avec qui je discutais, eux, ils étaient complètement agnellés. C'est-à-dire que pour eux, il y avait plus de solution, quoi. Il y avait plus, tu sais, cette âme, en fait, qui brille quand tu regardes dans les yeux, quoi. C'était complètement Mmh. éteint, quoi. Et pour moi, c'est ce qui fait la différence. Donc ça a été un épisode qui a été compliqué et bah, oui, en fait, au bout de 6 mois, il y a une solution qui s'est présentée à moi. Une chambre de bonne de 10 mètres carrés au 6e étage sans ascenseur. Et quand je suis entré là-dedans, je me suis dit: «Bon, bah, j'espère que je vais pas y rester longtemps» et finalement, j'y suis resté 10 ans quand même. Et donc, tu vois, ça, c'est pareil, en fait, rester 10 ans dans un 10 mètres carrés, je sais pas si tu as déjà vécu dans un 10 mètres carrés, mais je peux te dire que c'est pas très grand. Bah, J'imagine. il y a des gens qui pourraient extrêmement mal le vivre. En fait, ça Mmh. dépend vraiment du regard que tu poses sur la situation. Et moi, je me suis toujours débrouillé, peu importe là où j'étais, en fait, physiquement, dans mon lieu, où je dors, où je mange, pour faire en sorte que quand je rentre, je me sente bien. Donc, bah, à travers plein de choses, quoi. Donc, mais même dans ce 10 mètres carrés, à chaque fois que je rentrais, en fait, beh, je me sentais bien, en fait, chez moi, quoi. Et là encore, c'était, bah, une question de regard, de perception des choses, quoi. Mmh. Donc, ouais, le fait de s'occuper de soi, c'est vraiment, mais déterminant, hein. Je me rappelle de Pierre Rabhi qui disait à un moment donné, avant il y a pas si longtemps que ça parce qu'il est décédé, Mmh. il nous disait, «Si on change l'agriculture, on change la face du monde» et moi je le rejoins aussi complètement dans cette idée, mais j'ai l'impression que l'éducation, c'est mais 100 fois plus impactant, en fait. Donc c'est pour ça que ces 10 dernières années, je mets beaucoup d'énergie dans l'éducation, à travers le festival pour l'école de la ville, le congrès innovation et l'éducation, tout ce que j'ai cité, le magazine et cetera. Parce que, vraiment, moi j'invite les gens à mettre de l'énergie aussi là-dedans. En fait, ce qui nous manque, s'il y a des gens là qui sont motivés, qui nous écoutent et qui aiment bien organiser des événements, je trouve que ce qui nous manque, c'est des salons, des colloques, des congrès dans le domaine de l'éducation. Je vais te faire un parallèle. En 2003, quand j'ai créé mon entreprise, donc j'ai créé, en fait, à l'époque, le marché du bien-être et j'ai Mmh. créé le marché du tourisme bien-être et éco-responsable. Mmh. Et à l'époque, dans le monde du bien-être, il existait, 2 salons. Il y avait le salon Marjolaine et le salon Zen, en France. Maintenant, bah, il y a quasiment 19 ans qui se sont écoulés et je pense ne pas me tromper en disant qu'il y a des salons du bien-être et du développement personnel quasiment dans tous les départements de France. Et bah, pourquoi on ferait pas la même chose dans le monde de l'éducation? Ça serait génial, en fait. Plus on aura d'événements comme ça, plus les gens, ils vont se rencontrer, parce que c'est ce qui nous manque, Mmh. hein, c'est de se rencontrer, d'échanger autour d'un sujet qui serait là, autour de l'éducation et plus les choses vont s'accélérer. Donc moi, je vois que nos initiatives à travers le magazine, le festival et le congrès, ça fonctionne, c'est-à-dire que ça fonctionne dans le sens où on sème des graines et donc du coup, ça inspire les gens aussi à organiser des choses comme ça. Mais on en est vraiment, c'est trop sporadique.
s'il y a, je sais pas, 10 ou 15 événements en France, c'est déjà énorme. Donc moi, mon vœu là, c'est qu'il y ait autant d'événements dans le salon du bien-être que que dans les salons en fait de l'éducation, mais pas de l'éducation dite classique. Je parle de Mmh. tous ces acteurs en fait, tous ces professionnels qui se mobilisent sans qu'on le sache dans l'ombre, parce que le Mmh. mainstream n'en parle pas, parce qu'en fait la société n'en parle pas. Tous ces acteurs qui accompagnent les parents, les enfants et les enseignants. Pour certains, Maria Montessori, elle a créé ça il y a un siècle quand même. Donc on n'est plus dans de l'innovation, quoi. On est quand même sur un projet qui date de plus d'un siècle et qui est Ouais, encore actif. Mais encore à l'heure d'aujourd'hui, il y a très peu de gens qui connaissent Maria Montessori et la pédagogie Montessori. tout à Mais fait. voilà, il y a tellement d'acteurs qu'on a vraiment en fait besoin de communiquer autour de ça pour que les gens se rendent compte qu'il y a énormément de solutions. Parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Être parent, ça ne s'apprend pas en fait. Il n'y a, il y a pas une formation pour être parent. On apprend sur le tas. Mais pour autant, il y a tellement de professionnels en amont qui pourraient justement accompagner les parents avant de se lancer dans leur rôle de parentalité. Ça leur ferait gagner un temps fou. Donc voilà, s'il y a des auditeurs qui ont les épaules, qui adorent organiser des événements, et si le monde de l'éducation, ça vous parle, bah, lancez-vous parce qu'on en a vraiment besoin. Bah, écoute, on soutient en tout cas dans ce podcast-là les innovations en éducation. On a eu l'occasion aussi de co-créer un épisode avec Julie Debord, une des cofondatrices de l'École des intelligences multiples, dont la première ouvrira en septembre prochain à Viroflay. Et tout comme tes actions, voilà, tout comme tes actions pour l'innovation dans l'éducation, avec grand plaisir pour véhiculer les messages et connecter avec nos auditeurs qui se sentent intéressés et appelés par ces sujets d'innovation dans l'éducation, parce que c'est important. C'est aussi la formation des futures générations. C'est aussi tirer les enseignements de nos propres parcours pour les véhiculer aux autres, comme nous avons aussi tiré profit des enseignements de nos prédécesseurs qui ont adapté les systèmes à notre niveau d'évolution. Et c'est important de commencer par là parce que c'est là que tout commence et l'impact est extrêmement majeur pour les générations à venir. Bah oui, parce que si tu conscientises bien, tu te rends compte que quand on passe en fait par un système éducatif, hein, je parle d'un système, donc c'est sociétal, on nous conditionne en fait à avoir une certaine perception de la vie, de plein de choses, quoi. Et là, on voit bien quand même, enfin, je pense qu'une majorité de gens quand même s'en aperçoivent que on a des enjeux sociétaux qui sont quand même extrêmement importants, que Mmh. ce soit au niveau de l'environnement, au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, au niveau de la pharmacopée, de l'agroalimentaire. On a vraiment des enjeux qui sont vraiment très importants et pour qu'on puisse vraiment avancer j'allais dire sereinement, bah, on a besoin de réfléchir de manière différente. C'est-à-dire que si on continue à former, donc quand je parle de formation, en fait, c'est sur les bancs de l'école, notre système éducatif, les individus comme on le fait encore à l'heure d'aujourd'hui, mais ça va pas changer. C'est-à-dire que tu peux pas rêver que les choses changent en faisant tout le temps les mêmes choses, quoi. Donc c'est vraiment conscientiser que c'est en amenant les gens à mieux se connaître, à avoir une meilleure connaissance d'eux-mêmes, une meilleure connaissance du coup de leur environnement, des autres, etc., qu'on va pouvoir répondre à ces enjeux de manière très différente. Il faut vraiment qu'on fasse appel à une créativité qui est complètement différente de ce qu'on faisait jusqu'à présent, quoi. Et ça passe par l'éducation, peu importe là où on se trouve dans le monde. Donc pour moi, c'est un enjeu qui est vraiment citoyen et au-delà de ça, j'ai envie de dire que c'est même une responsabilité citoyenne Mmh. que chaque individu puisse déjà conscientiser et passer à l'action de prendre soin de lui. Juste ça, quoi. Vraiment, c'est une responsabilité citoyenne. Donc si chacun fait ça déjà de son côté et qu'il fait du mieux qu'il peut, ça va aussi accélérer le processus en termes d'éducation, en termes de santé, en termes d'agroalimentaire, etc. Donc on oublie aussi très souvent, je trouve, l'importance de notre responsabilité citoyenne, parce que beaucoup, en fait, se reposent et défalquent leurs responsabilités sur les autres, sur la société, sur les industries, sur la politique, sur le président et tout, etc. C'est trop facile, en fait, à chaque fois de refouler nos problèmes sur des solutions qui sont extérieures, quoi. En fait, la solution, c'est nous. C'est Gandhi hein, qui le dit. Hein, sois le Mmh. changement que tu veux voir dans le monde. C'est pas juste une belle citation, c'est une vraie réalité, quoi. Et ça, on peut tous l'incarner, mais vraiment tous. Donc, il faut vraiment conscientiser ça et passer à l'action chacun du mieux qu'on peut avec nos compétences, avec nos défauts, avec nos réseaux, avec nos qualités, nos capacités innées, en fait, qui on est, en fait, tout simplement. Et ça, vraiment, si chacun le fait, je t'assure qu'on aurait une société qui serait tellement différente. Et c'est possible parce que
faut quand même savoir qu'on est des millions et des millions de personnes quand même à agir dans ce sens-là, hein. Mmh. Ça, on le sait pas aussi. Moi, c'est des gens que je rencontre depuis une vingtaine d'années à travers le monde et on se rend pas compte qu'on est mais extrêmement nombreux. Quand je dis des millions, c'est vraiment des millions de personnes. Il y a le film Demain, ceux qui l'ont pas vu, j'invite les gens à regarder ce film. Le film Demain de Cyril Dion, Mmh. qui matérialise ce que je suis en train de dire où, justement il est parti à la rencontre de certains citoyens à travers le monde qui ont changé, potentiellement, leur région de manière positive, leur département, leur ville, en insufflant par eux-mêmes en tant que citoyens, l'énergie nécessaire justement pour changer les choses et ça montre que, bah, chacun à notre niveau, en fait, on peut vraiment, changer les choses, quoi. Moi, je le rappelle, hein, j'ai quand même créé mon activité dans une chambre de bonne de 10 mètres carrés au 6e étage à Paris, sans ascenseur, c'est important, sans argent en poche parce que je sortais de cette période où j'avais été SDF, en étant dyslexique et dysorthographique et sans diplôme et là, à l'heure d'aujourd'hui, bah, il y a plus de 19 ans qui se sont écoulés, bientôt 20. On a impacté je crois que les derniers chiffres qu'on avait, c'était des 20 millions de personnes et donc je suis parti de rien, en fait. On peut considérer que je suis parti de rien, que j'avais pas les cartes entre les mains pour, dire: «Bah, tiens, moi, je vais changer le monde et je vais apporter ma pierre positive sur la planète», quoi. Donc il y en a plein qui peuvent se dire: «Oui, bah, moi, dans mon coin, qu'est-ce que tu veux que je fasse, quoi?» Bah, non, petit gars, en fait, tu peux faire quelque chose d'énorme. Mmh. Donc ouais, il faut vraiment conscientiser ça, quoi. Prenez soin de vous. Merci beaucoup Julien pour ce partage. Nos auditeurs, voilà, si vous vous sentez appelés, hésitez pas, passez à l'action, on peut tous y arriver. On peut tous changer, on a plein, comme tu dis, plein d'exemples, plein de transformations et au final, ça peut paraître assez simple, mais c'est être soi et comme tu dis, plus on prend soin de soi, plus on s'autorise aussi, on a l'énergie pour aller au bout de nos idées, de ce qui nous appelle, de nos intuitions aussi et derrière, laisser aussi la magie de la vie opérer parce qu'il y a une partie de ça aussi. Tout à fait. Julien, merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Avant de clôturer cet épisode, alors il y a plein de questions que j'aurais aimé te poser, mais je pense qu'on prévoira probablement un second épisode, sur ce sujet. Est-ce que je te laisse proposer un espace de parole, libre à toi, s'il y a quelque chose que tu souhaiterais transmettre en particulier aujourd'hui, le 4 mai 2022? En fait, là, ce qui me vient à l'esprit, c'est une anecdote qui est quand même, pour moi, en fait, très importante. C'est que, donc, je te le disais, là, on a des projets, qui vont sortir en 2022 et j'étais à Paris, là, lundi et mardi, donc avant-hier, pour ces projets et donc moi, j'ai grandi à Paris, hein, j'y suis resté 34 ans et pendant mon parcours de vie, j'ai fait du kung-fu. J'en ai fait pendant 14 ans et ça m'a amené, bah, à être champion de France en 99. Mais tu le disais d'ailleurs dans l'introduction Bravo. et heu et donc je vais à Paris, je fais, ce que j'ai à faire et puis après je vais me balader et puis de manière intuitive, là encore, je me dis: «Tiens, est-ce qu'elle existe encore cette salle où j'ai été pendant 14 ans de ma vie faire du kung-fu?» Et je me dis: «Bah, tiens, je vais m'y rendre, je vais aller voir, on verra bien, quoi» et donc je m'y rends déjà, bah, en arrivant c'est dans un stade. En arrivant là-bas, il y a plein d'images qui reviennent à la surface de tout ce que j'ai vécu, qui était quand même très fort et très intense et puis, bah, je me dirige dans la salle, quoi. Je vais voir la salle et je vois, j'arrive dans cette salle, la porte est fermée et je vois au fond de la salle mon prof qui Mmh. était en train de ranger les tapis et figure-toi que ça faisait 20 ans que j'étais pas retourné ici. Alors, je me suis senti, fébrile. J'ai eu le cœur, en fait, qui battait mais, à toute vitesse, quoi. Mmh. Et j'ai commencé à toquer à la porte et il m'a entendu, il m'a vu au loin, puis il s'est approché tout lentement, il était avec, quelqu'un au téléphone et puis il est arrivé vraiment derrière la porte, il m'a regardé, il m'a dit: «Qu'est-ce que vous voulez monsieur?» donc il m'avait pas reconnu et mais je lui dis: «Mais c'est Julien» et là je l'ai vu mais complètement se transformer. C'était trop beau en fait, j'ai vu, ses yeux d'un coup s'illuminer, tu sais une forme de béatitude en fait, sur son visage, c'était vraiment beau, je pense que cette image va rester vraiment, dans ma tête et dans mon cœur et donc bah, il a ouvert la porte, il m'a dit: «Mais Julien», mais je dis: «Mais oui, mais c'est moi» et là, j'ai eu cette chance, je trouve, de pouvoir lui dire merci parce qu'en fait, cet homme, il a changé ma vie. Il m'a construit, en fait, c'était une période dans ma vie, j'y suis arrivé, j'avais l'âge de 12 ans quand je suis rentré la première fois dans cette salle et que je l'ai rencontré. C'était une période dans ma vie où j'avais plus du tout confiance en moi. Parce que quand tu es dyslexique et dysorthographique, bah, je te laisse imaginer, les études, c'est compliqué et tout le système t'enfonce encore plus, en fait, dans ta différence et donc j'avais vraiment plus du tout confiance en moi et d'un coup, je suis tombé sur un gars comme ça, un maître
qui a cru en moi. Et c'est lui, en fait, qui m'a amené à être champion de France et d'Île-de-France, très clairement, hein. Et je me voyais encore, du coup, on a échangé là-dessus, à suer, c'était vraiment, c'était très intense, en fait, ce qu'on faisait. Tu vois, avoir le geste parfait, la position parfaite, les intentions parfaites, le regard parfait, à répéter, 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 répéter les mouvements. Une vraie discipline de vie, hein. Pour moi, ça a été une école de la vie et donc ça a été très puissant pour moi de lui dire merci les yeux dans les yeux, de tout ce qu'il m'a apporté, en fait. Parce que vraiment l'homme que je suis aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à lui, quoi. Parce que tout ce que j'ai appris à travers les arts martiaux, à travers le kung-fu, ça m'a construit et ça m'aide encore à l'heure d'aujourd'hui dans ma vie personnelle et professionnelle. Et donc du coup, c'est puissant, je trouve, en fait, 20 ans après, de pouvoir dire ça. Et je pense que j'ai pas eu le temps de lui poser la question d'ailleurs, ça me vient à l'esprit, mais je me demande en fait s'il y a vraiment des personnes qui sont passées, comme moi en fait à travers ses mains, j'ai envie de dire. Est-ce qu'ils reviennent après pour lui dire merci? Parce que je pense qu'il se rend pas compte de l'impact qu'il peut avoir en fait. Tu vois, c'est Mmh. quelqu'un qui est un peu dans l'ombre quoi, ça fait 40 ans maintenant qu'il donne des cours de kung-fu dans la même salle, il est toujours là le lundi, le mercredi, le vendredi quoi. Et je Ouais. crois qu'il se rend pas compte de l'impact qu'il peut avoir et donc du coup, ouais, ça m'a fait tellement de bien de le prendre dans mes bras et de lui dire merci de voilà, de m'avoir appris tout ça, quoi. Donc c'était un chouette moment, c'était beau, quoi. Donc voilà, ce qui me vient à l'esprit. Bah, écoute, merci à toi pour ce partage. En effet, on ressent la puissance des moments et oui, je pense qu'on a tous, des personnes qui nous marquent, qui sont là pour nous aider dans des passages de vie, qui jouent des rôles très importants et comme tu dis, parfois elles sont dans l'ombre et c'est appréciable de pouvoir prendre le moment des fois de juste ces temps-là, en fait, de dire merci aux autres, de retourner vers eux. Des fois, on se perd de vue aussi parce que on avance tous dans un monde qui va très vite et revenir à l'essentiel, à ces moments entre humains, ça fait énormément de bien et c'est très puissant. Donc merci beaucoup à toi de l'avoir rappelé à travers ce partage. Avec joie, Dounia. Merci à toi. Merci beaucoup pour cet épisode et on mettra tous les liens dans le descriptif vers les différents sites que tu as mentionnés, donc pour l'école de la vie, l'innovation en éducation, le documentaire aussi, C'est quoi le bonheur pour vous? Donc à tous nos auditeurs, n'hésitez pas et n'hésitez pas à répondre aussi à l'appel de Julien pour ceux qui sont intéressés par organiser des événements dans le domaine de l'éducation. Merci beaucoup. Je te souhaite une belle route. Merci également. Au revoir Julien. Au revoir. Qu'est-ce que cet épisode vous a apporté? Si l'exercice vous appelle, je vous invite à mettre cet audio sur pause et à prendre un temps pour noter ce qui vous vient à l'esprit. Merci à vous d'avoir écouté le podcast Reconnexion, l'émission qui reconnecte les mondes de l'entrepreneuriat, de l'art et du sensible. Si vous souhaitez rejoindre notre tribu, partager vos impressions ou aider notre podcast, je vous invite à aller sur notre site web www.reconnexion.podcast.com. Vous aurez un aperçu des différents moyens que nous proposons pour co-créer ensemble et continuer à faire grandir notre podcast. Si vous pensez que cet épisode peut être utile à quelqu'un autour de vous, n'hésitez pas à en parler et à le partager. Et si vous pensez qu'il vous a été utile d'une manière ou d'une autre, n'oubliez pas de nous laisser une note et un commentaire. Merci encore et rendez-vous au prochain épisode.